Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Parlons Vrai, notre débat entre 11h et midi. Comme tous les jours, nous allons parler de notre santé. Je posais une question, le manque de soins, ce manque de soins menace-t-il la santé des Français? Que faire? Nous avons plusieurs invités avec nous pour parler de cela, puisque le président de la République était hier à Vendôme pour parler santé. Nous allons parler santé nous-mêmes, ici, sur l'antenne de Sud Radio, pendant 1 heure avec plusieurs invités. Nous avons avec nous Philippe Juvin, qui est député LR des Hauts-de-Seine, mais qui est médecin avant tout. Bonjour. Philippe Juvin, bonjour. Nous avons Gérard Raymond, qui est président de France Asso Santé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous représentez les usagers de la santé. C'est cela, c'est cela. Nous tous, quoi. Nous tous, vous tous, qui allons chez le médecin, à l'hôpital ou ailleurs. Nous tous, bien sûr. Et nous allons recevoir le docteur Marc Rosenblatt, qui est médecin généraliste, membre du syndicat des médecins libéraux. Il a un tout petit peu de retard, mais il va venir nous rejoindre dans un instant. J'ai des quantités de questions à vous poser, avec en toile de fond un mot que j'aime bien, c'est celui de responsabilité. Comment responsabiliser à la fois les pouvoirs publics, ceux qui sont responsables du fonctionnement de notre système de santé, et comment responsabiliser aussi les usagers du système de soins, parce que l'usager doit aussi être responsable dans l'utilisation du système de soins. Bien, nous allons parler de tout cela avec en toile de fond 2 problèmes majeurs, les déserts médicaux bien sûr, et les urgences qui sont débordées, toujours débordées. Alors, je regardais ce que disait Mathias Vargon, que l'on connaît bien, qui est urgentiste en Seine-Saint-Denis, et qui dit « Désengorger les urgences, ça veut dire reconstruire le système de santé ». Vous êtes d'accord, Philippe Juvin? Oui, évidemment. Pourquoi? Parce que les urgences, c'est la structure qui est à l'interface entre la médecine de ville et l'hôpital. Quand la médecine de ville ne fonctionne pas bien, eh bien, ce sont les urgences qui sont là pour essayer d'amortir le choc. Et quand l'hôpital ne fonctionne pas bien, eh bien, les patients, entre guillemets, s'accumulent aux urgences et ne peuvent pas être hospitalisés. Donc oui, ce que dit Vargon est juste. Les urgences, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'un dysfonctionnement général. C'est le symptôme, l'un des symptômes d'un dysfonctionnement général. Je rappelle que les services d'urgence ont été créés dans les années 50, qu'à l'origine, l'urgence, ça valait bien dire ce que ça voulait dire. C'était l'accident de la route. C'était l'accident, voilà. C'est pour ça qu'on les a créés. 18 000 morts en 1972 sur les routes. Voilà. Je le rappelle, on est à 3 000 morts aujourd'hui. Exactement. Donc c'était l'accident de la route. Et aujourd'hui, les urgences sont devenues, la seule porte qui est ouverte 24 heures sur 24 quand les autres portes sont fermées. Et c'est vrai que, du coup, moi je vois dans mon service, les gens viennent aussi parce qu'ils ne trouvent pas en ville de médecins traitants, parce que la radio, ils vont mettre 10 jours à la voir, parce qu'ils n'ont pas accès à un cardiologue, parce que le gériatre ou le psychiatre, on n'en trouve pas, donc ils viennent aux urgences et ils espèrent qu'on va leur arranger les choses. Est-ce qu'aller aux urgences, je me tourne vers vous, Gérard Raymond, est-ce qu'aller aux urgences n'est-il pas devenu maintenant une solution de facilité? Ah non, c'est pas devenu une solution de facilité. Je pose volontairement une question provocante. Oui, bien sûr, mais c'est devenu le premier recours. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus aujourd'hui de médecins généralistes, on n'a plus de médecins spécialistes, on n'a plus de spécialistes libéraux sur son territoire, et donc effectivement, lorsque l'on a une urgence pour nous, mal au coude, mal aux oreilles, mal au ventre, c'est une urgence pour nous, eh bien il ne nous reste plus malheureusement que d'aller aux urgences hospitalières et donc l'engorgement. C'est donc aujourd'hui effectivement... Mais renforcer les services d'urgence, c'est pas la solution. Non, alors. Du tout. C'est comment nous mettons une offre territoriale en adéquation aux besoins d'une population sur un territoire donné. Ça, c'est le premier des grands chantiers qu'il nous faut mener. Et derrière, effectivement, aussi, je serais d'accord avec monsieur le député, il faut aussi réorganiser l'hôpital, notamment dans le management, etc., etc. Mais la première des missions aujourd'hui structurelles de la réforme de notre système de santé, c'est qu'il faut que l'offre sur un territoire répondre aux besoins de la population. Alors l'offre sur le territoire, c'est lutter contre la désertification médicale, au sens large médical, il n'y a pas que les médecins d'ailleurs qui sont concernés, nous allons en parler un peu plus loin dans l'émission. Mais vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, il faut d'abord, pour aider les urgences à très court terme, il faut quand même renforcer les urgences à court terme. Parce que, vous savez, quand il y a une voie d'eau dans le bateau, il faut écoper. Il ne faut pas dire on va ramener le bateau à l'arsenal, s'il coule, vous aurez bonne
bonne mine. Donc il faut écoper, et pour écoper aujourd'hui, il faut évidemment renforcer les urgences, mais ça ne suffira pas parce qu'on est dans une course sans fin. Le vrai problème majeur qu'il faut régler en médecine, c'est la question de la démographie. Soyons simples, il n'y a pas suffisamment de médecins aujourd'hui en France. Oui. Les raisons, on les a bien décrites dans le passé. Oui, il faut arrêter de faire du commentaire. Moi, j'en peux plus des hommes politiques qui commentent les choses. Les hommes politiques sont pas là pour commenter. Ils sont là, non pas pour commenter, non pas d'ailleurs pour faire simplement des propositions, mais pour obtenir des résultats. On en a assez des paroles, on en a assez des propositions d'une certaine manière, on veut des résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire sur la démographie médicale? C'est assez simple, faire ce que les Anglais ont fait il y a 1 an. Les Anglais formaient à peu près comme nous 10 000 médecins par an. On a augmenté le numerus clausus à 11%, à 11 000, et les Anglais sont passés à 20 000. Ils ont doublé le nombre de médecins en formation. Eh bien, écoutez, il faut du temps. D'accord, mais depuis le temps qu'on doubler le nombre de médecins. Monsieur Bourdin, depuis le temps qu'on le dit, on l'aurait fait, le problème serait déjà réglé. Donc je vous dis, la première chose à faire, immédiatement, c'est de doubler le numerus clausus. Ouais. Deuxièmement, arrêtez de raconter n'importe quoi aux Français. Quand on leur dit qu'on a supprimé le numerus clausus, c'est faux. On a changé le nom, ça s'appelle numerus apertus, mais on n'a pas supprimé. D'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. Numerus apertus, ça veut dire ouvert. Oui, mais non, mais d'abord, ça n'a aucun sens de dire, que l'État ne se préoccuperait pas du nombre de médecins formés. Donc, c'est pas choquant qu'il y ait un numerus clausus. La question, c'est son niveau. Et donc, moi, je vous dis, la priorité des priorités, c'est de dire, demain, on forme non plus 10, non plus 11, mais 20 000 médecins par an. Premièrement, et on fait la même chose chez les infirmières, les kinés, les pharmaciens, les vétérinaires. Je vois même les vétérinaires ont un problème aujourd'hui. Certains médecins disent attention, si on forme trop de médecins, ils seront mal formés. Écoutez, moi je suis un homme politique. Moi, je suis un homme politique. Vous avez entendu ça de la bouche des médecins? Mais de toute façon, tout le monde. Il y a des corporatismes partout. Bien entendu. Et vous savez pourquoi on n'augmente pas à 20 000? C'est parce que les facultés disent qu'elles ne peuvent pas former, parce que certains médecins disent mais attention, il ne faut pas que le gâteau soit coupé. Voilà. Mais les autorités sont incapables également de prendre des décisions parce qu'elles subissent des pressions des uns et des autres. Moi, je suis à la fois médecin et homme politique. Donc, je vois les choses. Et quand je vois les choses, je vous dis très simplement, la seule solution, c'est de passer de 10 000 à 20 000 médecins formés par an. En tout cas, si j'étais aux affaires, c'est la première décision que je prendrais. La première décision que vous prendriez, c'est très intéressant. Mais je vais venir, sur la formation, nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord, il faut former davantage de professionnels de santé, pas simplement des médecins, pas simplement des médecins. Infirmières, y compris de pratiques avancées, etc. Mais ça, c'est du temps moyen ou du temps long. Aujourd'hui, il y a une urgence. L'urgence, c'est d'abord de soigner l'urgence, mais aussi... On va en parler de l'urgence. Déjà, commençons par les fondations, vous savez. Je suis bien d'accord avec vous. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons une adéquation à mener. Nous avons des professionnels de santé sur un territoire. Il faut faire avec cela, aujourd'hui. D'abord, il faut leur redonner envie de soigner en équipe et non plus dans un corporatisme avec un cloison, les uns par rapport aux autres, les uns se confrontant aux autres. C'est comment effectivement aujourd'hui, sur un territoire donné, on regroupe l'ensemble des professionnels de santé sur un projet médical qui répond aux besoins et qui travaille effectivement en équipe. Et ça, nous pensons que c'est faisable aujourd'hui. Alors moi, je voudrais vous donner 2 chiffres qui sont très intéressants, me semble-t-il. Coût moyen pour la collectivité d'un passage aux urgences, 224 €. Ça coûte 224 € à la collectivité. Vous savez, quand vous allez aux urgences, vous payez 19,61 €. Je crois que c'est le coût de la consultation, en quelque sorte, aux urgences. Quoi? Oui, c'est un bon. Et l'État, et je trouve que ça, c'est une très bonne initiative. Bercy a décidé de nous dire à quoi servent nos impôts. Sur 1 000 € de nos impôts, 195 servent à financer la santé. 195 € sur 1 000 €. C'est énorme. C'est énorme. En fait, énorme. Il faut bien comprendre une chose. En France, on met beaucoup d'argent sur la santé. On dit il faut plus d'argent. En fait, on fait beaucoup d'argent. Le problème, c'est que l'argent ne va pas aux soins. Et je vous donne un chiffre, c'est le rapport de l'adresse qui est un service du Premier ministre, qui a regardé le tableau des emplois de la fonction publique hospitalière, les hôpitaux publics. Et on regarde qui travaille dans les hôpitaux publics. Vous avez, tenez-vous bien, autant d'équivalents temps plein administratifs que d'équivalents temps plein médecins. Autant. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas d'administration. Il faut évidemment une administration. Mais est-ce que 1 pour 1, c'est normal? L'adresse publie un deuxième tableau. C'est le tableau des emplois chez les cliniques privées. Il regarde combien d'administratifs et combien de médecins. Le ratio dans les cliniques privées, même si c'est pas les mêmes malades, pas les mêmes missions, j'entends, mais quand même c'est intéressant. Il y a un administratif pour 3 médecins. Donc un administratif pour un médecin
à l'hôpital public, un administratif pour 3 médecins dans les cliniques privées. Il y a peut-être entre 1 pour 3 et 1 pour 1 un juste milieu. Et en fait, ça pose la question de l'hyper-administration de notre pays. C'est valable en médecine, mais là, vous allez vous heurter au corporatisme des syndicats. Eh bien, Monsieur Bourdin, à quoi sert la politique ? La politique, elle sert à changer les aiguillages et à dire, finalement, le train habituellement allait dans ce sens, moi je vais le faire aller dans l'autre sens. Donc, je vous ai parlé de la première mesure qui est de former plus de médecins et de professionnels de santé, mais beaucoup plus, pas 5% de plus comme on raconte, on bassine depuis des années. Et ensuite, moi j'ai l'impression que je serai aux affaires, j'écrirai à tous les directeurs d'hôpitaux, je leur dirai quel est votre ratio entre médecins et administratifs. Eh bien, vous avez 3 ans pour le diviser en 2. C'est pas un concert de casseroles que vous auriez, c'est une symphonie. Eh bien, je ne crois pas. Je pense que les Français sont prêts à entendre les choses, à condition qu'on leur dise la vérité. Le vrai sujet, c'est la confiance. C'est la responsabilité. Non, mais ça, je suis et la vérité. Mais ça, je suis totalement d'accord. Et la transparence. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, avec les chiffres que vous annoncez, on est à plus de 12% du PIB pour notre système de santé. Nous considérons, qu'on devrait être beaucoup plus efficient. Et qu'avec cet argent-là dépensé, on devrait davantage, effectivement, avoir des résultats, notamment sur la qualité, sur la transparence et la participation. Et donc quand j'entends dire à longueur de temps, il faut plus d'argent pour la santé, il faut pas forcément c'est pas forcément vrai. Il faut mieux le dépenser, beaucoup mieux. l'utiliser. Il faut mieux l'utiliser. Comme vous dites, fort justement, ce qui est terrible en France, c'est que nous mettons beaucoup d'argent dans les services publics en général, la santé en particulier. Et malheureusement, et parallèlement, on observe que la qualité des services publics ne fait que s'effondrer. Savez-vous qu'en France, depuis 10 ans, la mortalité infantile augmente. On meurt plus quand on est un enfant entre 0 et 1 an en France qu'ailleurs, alors qu'on met beaucoup d'argent. Donc on voit bien qu'on a un sujet majeur. D'ailleurs, l'Assemblée nationale se saisit de cette affaire. Je vais être le président d'une mission qui va étudier les raisons de cette surmortalité infantile. Ce n'est pas normal, avec le fric qu'on met dans la santé, d'avoir des résultats aussi médiocres. Bien. Et nous avons aussi un système qui ne marche plus, qui n'est plus aujourd'hui adéquat, c'est-à-dire effectivement la rémunération à l'acte. La T2A, totale, qui doit être aujourd'hui effectivement refondue, revue et corrigée. C'est une réforme structurelle de fond qu'il nous faut sur ce système de santé. Et derrière, effectivement, il y a un modèle économique qui est à revoir. Le travail en équipe doit aussi être valorisé notamment sur les pathologies chroniques, par des forfaits ou des enveloppes globales, et pas simplement d'une rémunération à l'acte qui est inflationniste. Bien, alors je vais prendre aussi Marie-Alice, qui est infirmière libérale à domicile, qui nous dit que son métier a considérablement changé. Elle est elle aussi confrontée à des déserts médicaux. Nous en parlons de ça à l'étage, dans le Lot-et-Garonne. Marie-Alice qui sera avec nous juste après la pub, 11h17. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h21, un débat passionnant. Nous parlons de la santé, de notre santé et de l'offre de soins. Et je posais la question, est-ce que le manque de soins menace les Français ? Que faire ? Pour en parler, voilà qu'apparaît le docteur Marc Rosenblatt, qui est médecin généraliste, membre du syndicat des médecins libéraux et président des médecins du sport. C'est bien ça ? Bonjour. Oui. Bonjour. Merci. Effectivement, c'est bien ça. Bon, c'est bien ça. Alors, nous parlions déjà, nous avons engagé la conversation. D'ailleurs, nos auditeurs peuvent réagir 0826 300 300. Et Marie-Alice, qui est infirmière libérale dans le Lot-et-Garonne, va nous parler dans un instant. Mais nous parlions de responsabilité. Responsabilité des pouvoirs publics, responsabilité des personnels soignants et responsabilité des usagers de la santé, qui est un peu oubliée, cette responsabilité, comme si, elle est un peu oubliée. On a l'impression que tout est dû. On a l'impression que tout est dû aujourd'hui, que tout est facile. Non, vous n'êtes pas d'accord. Je suis pas d'accord. Gérard Raymond, bon. Alors, vous vouliez parler de responsabilité, Philippe Juvin. Je vais vous raconter une histoire. Dans le service des urgences que j'ai l'honneur de diriger à l'hôpital Pompidou, depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai un de mes jeunes médecins, Camille, qui va se reconnaître, qui a mis en place une organisation très intéressante où les patients en arrivant aux urgences sont filtrés et ceux qui manifestement auraient dû aller voir un médecin généraliste plutôt que de venir aux urgences, on les renvoie vers un médecin généraliste avec un rendez-vous peut-être pas le jour même, peut-être le lendemain ou le surlendemain. Et donc on a 8 à 10% des patients que finalement nous arrivons à ne pas entrer aux urgences et donc à moins submerger le service d'urgence. Alors les réactions des patients sont assez variables. Là tout à l'heure, avant de venir dans votre émission, j'ai dû répondre à une de nos patientes qui avait une douleur au thorax depuis 3 mois.
3 mois, et qui avait décidé un soir à 22h de venir aux urgences pour la douleur qu'elle avait depuis 3 mois. Donc, fort justement, nous avons évidemment très rapidement, par 2-3 questions que nous avons posées, éliminé quelque chose de très urgent, bien sûr, mais enfin depuis 3 mois, vous voyez ce que je veux dire, et on l'a renvoyée chez un généraliste qu'elle est allée voir le lendemain. Et voyez-vous, la réaction de cette dame a été « mais j'y ai droit ». J'y ai droit. Voilà. Or, si on ne met pas sur la table que la société, c'est une société de droit, mais aussi de devoir, eh bien, on n'y arrivera pas. Si chacun dit, moi, j'ai droit à ça, eh bien, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'une des solutions, alors c'est pas la solution des urgences du système de santé, c'est aussi la responsabilisation des uns et des autres. Et on va parler de la responsabilisation avec les rendez-vous non honorés chez le médecin. Ah, les petits lapins. Non, c'est pas les petits lapins. C'est des gros lapins. C'est une réalité. C'est des lièvres. C'est des gros lapins, non? C'est des kangourous, alors. Non, mais bon, Gérard Raymond, ce ne sont pas des ours de votre Ariège. Mais Gérard Raymond, quand vous entendez cet exemple donné par Philippe Juvin, que dites-vous? Que lui répondez-vous? Tout simplement parce que d'abord, je poserai cette question, est-ce que cette dame-là a un médecin traitant? Pas sûr. Est-ce que cette dame-là connaît effectivement l'offre sur son territoire? Si elle n'a pas de médecin traitant, c'est parce qu'elle n'a pas voulu en avoir. Ah non. Elle n'a pas cherché à en avoir. Non, pas du tout. Pas du tout. Certaines personnes vont voir un médecin qui refuse aujourd'hui de devenir des médecins traitants. Nous avons quand même des millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant parce qu'elles ne peuvent pas en trouver. Nous avons quand même plus de 700 000 personnes en ALD qui devraient avoir un parcours de soins programmé qui n'ont pas de médecin traitant. C'est la faute des médecins. C'est pas la faute du médecin, c'est la faute du système. C'est toujours facile d'accuser le système. Non, c'est la faute de l'offre. On l'a bien dit, qu'il fallait transformer. Alors, je veux bien qu'effectivement, il y ait quelques responsabilités des uns et des autres, mais aujourd'hui, nous sommes en demande, effectivement, de cette transformation et de cette offre. Nous, on n'a pas fait le choix d'être malade. Certains ont fait le choix de nous soigner. C'est certainement le plus beau métier du monde. Essayer de soigner les gens et voire même de les guérir. Donc, nous, on n'a pas fait le choix. Moi, j'ai pas fait le choix d'être patient et d'être malade. Donc, l'exigence, pour nous, c'est effectivement qu'on nous apporte une réponse à nos urgences. Cette dame avait 3 mois mal. Elle aurait pu aller voir un médecin généraliste dans ce coin. Pourquoi elle n'y est pas allée? Peut-être parce qu'elle n'a pas de médecin traitant. Peut-être parce que dans... elle n'a pas de médecin traitant, elle se dit, ça me coûtera moins cher d'aller aux urgences. Elle a une méconnaissance. La responsabilité s'accompagne effectivement de la transparence et de l'acculturation, de la connaissance du système. Donc elle n'a pas connaissance du système. Donc elle est allée aux urgences, elle est allée voir un spécialiste cardio ou autre, et donc elle n'était pas à sa place. Mais tout simplement parce que nous avons un dysfonctionnement total aujourd'hui de l'offre par rapport à la demande. Vous êtes d'accord, Marc Rosenblatt? Oui, bien sûr. Il y a de la part de la population en fait une urgence qui n'est pas l'urgence médicale. Et dès qu'on a un petit bobo, dès qu'on a un petit pet, il faut que ce soit réglé tout de suite. Sinon, on est en dehors de la société, on est mis de côté et on peut plus poursuivre. Puis on est exigeant maintenant. On est dans un monde de l'exigence, c'est-à-dire que faut que tout soit réglé dans la minute, quoi. C'est ça. Donc le seul système qui, pour les patients, existe, eh bien, c'est le système des urgences. Sauf que c'est pas fait pour ça. Les urgences médicales sont faites pour des urgences vitales. Et nous, médecins, eh bien, on essaye de faire le tri. Et c'est vrai que quelqu'un qui vient pour une douleur qui traîne depuis 3 mois, il n'a rien à faire dans un service d'urgence. Et même s'il y a du délai pour voir un médecin en ville, eh bien, faut respecter ce délai. Et voilà, c'est pas vital. Quant aux médecins traitants, moi, je veux bien. Mais est-il vrai qu'on n'arrive pas à trouver de médecins traitants? C'est vrai ou c'est faux? Alors, c'est un peu compliqué parce que pour l'instant, la quasi-totalité des médecins traitants sont surbookés, ne peuvent plus avoir du temps médical supplémentaire pour pouvoir accueillir de nouveaux patients. En tant que médecin traitant, j'entends. Et ce que l'on demande, nous, les médecins, c'est d'avoir plus de temps médical et d'avoir moins de temps administratif. Donc, ce qui nous permet à avoir des assistantes, des assistants médicaux. Sauf que ce qu'on nous propose actuellement, ce sont en gros des forfaits. On ne peut pas embaucher du personnel sur des forfaits. Il faudrait avoir un pouvoir d'achat un petit peu plus important. Certes, on gagne correctement notre vie, nous les médecins, mais on va pas amputer sur notre pouvoir d'achat pour embaucher du personnel et faire du travail administratif. Donc, de nous augmenter de 1,5 € la consultation de base de médecine générale. C'est un pourboire. C'est pas avec ça qu'on va embaucher du personnel. Et donc, même si ça représente, comme l'a dit notre ministre, un 13e mois, c'est pas comme ça qu'on embauche du personnel. Donc ce qu'on demande, c'est véritablement
une révolution dans le tarif des consultations. Et ce que demande le syndicat des médecins libéraux, c'est vraiment 50 €. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec cette somme-là, on pourra embaucher du personnel et nous, les médecins de ville, on aura plus de temps médical. Vous allez être Alors on est aidé, mais c'est pas pérenne. C'est du. Les médecins de ville, c'est une chose, mais à la campagne, il y a des maisons de soins. Alors, c'est pas le même problème. Toute cette désertification. Moi, je viens de la grande banlieue, Seine-et-Marne. Bon. On est dans un désert médical. La plupart des médecins ont mon âge. On va partir d'ici 2-3 ans à la retraite. Comment est-ce qu'on va attirer les jeunes pour pouvoir travailler dans nos territoires? En fait, on a plusieurs propositions. La première et la plus importante, ça serait de défiscaliser leur activité. Ça leur permettrait ainsi d'embaucher et de travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que le médecin ne paie pas d'impôts? C'est ça. Pas en tout cas sur ses revenus, pour lui permettre ainsi de développer son activité. Seul dans la société française ne paie pas d'impôts, quoi. Et alors il serait intéressant de connaître. Il serait intéressant de connaître tout le revenu des médecins, parce que ce n'est pas que la consultation à 25 ou 26,50 € qui fait le revenu des médecins. Vous voulez attirer les jeunes dans des déserts médicaux, il va falloir leur proposer des choses. Si on leur propose pas de l'aide, si on leur propose pas des facilités, notamment d'installation, ils ne viendront jamais. On va parler des déserts médicaux. Attendez, Philippe Juvin, parce que je voudrais quand même donner la parole à Marie-Alice, qui est là, qui attend depuis un moment. Bonjour Marie-Alice. Oui, bonjour. Alors, vous êtes infirmière libérale. Dites-nous, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous êtes confrontée aux déserts médicaux et votre métier a changé à cause de cela. Alors, notre métier change effectivement parce que dans les déserts médicaux, la première personne qui est sur le terrain, c'est l'infirmière. Et c'est vrai que du fait de la régulation des installations des infirmières libérales, on a un maillage qui est assez homogène, voilà, qui permet... Parce qu'il y a eu régulation, Marie-Alice. Il y a eu une régulation, tout à fait. Ce que les médecins ne veulent pas. Ah oui, mais ça, alors, après, c'est à eux de gérer leur système. Nous, notre système est fait comme ça. Pour ce qui concerne la désertification, moi, je voulais parler, entre autres, du retard des diagnostics et de la force de l'infirmière libérale, puisqu'elle est au domicile et elle est dans la capacité d'orienter un patient sur les urgences ou sur un médecin référent potentiel. Et Marie-Alice, c'est ce qu'on appelle la délégation de soins. Mais est-ce que vous souhaitez qu'on aille vers plus de délégation de soins, docteur Rosenblatt? C'est une chose qu'il ne faut pas négliger. On peut déléguer. Le problème, c'est que si maintenant les médecins ont que des consultations complexes, ils ne tiendront pas les 12 heures par jour qu'ils font actuellement. Donc il faut aussi avoir des consultations, entre guillemets, simples, même si les consultations simples ne sont pas si simples que ça. Donc de déléguer un maximum de choses à des non-médecins, à des professionnels de santé, malgré tout, à des non-médecins. Oui, qui connaissent le terrain, parce que Marie-Alice... On est d'accord. Et elle connaît les patients. Eh bien, ce n'est pas si simple que ça pour les médecins de faire que du complexe du matin au soir. Marie-Alice? Oui, ça je le conçois. Nous aussi, on a des patients complexes à domicile, mais ça permettrait quand même d'alléger les urgences, de faire en sorte que les urgences ne se retrouvent pas avec de la bobologie et de faire patienter certains patients. Je ne dis pas qu'il faut annuler la consultation, du tout, mais ça permet de différer et peut-être de mieux orienter. Tout à fait. Et nous nous battons pour l'infirmière référente, comme il existe le médecin référent, ce qui permettrait effectivement de dire aux patients, écoutez, là, vous pouvez avoir un médecin et vous patientez. Voilà, les gens ont besoin de réponses. Ce qui crée leur stress, c'est la désertification, et n'oublions pas que nous venons de passer 2 ans avec un Covid où dès qu'ils avaient un symptôme, on leur disait aller aux urgences. Bien. Marie-Alice, merci pour votre témoignage. Je vais vous faire réagir, Philippe Juvin et Dr Rosenblatt, Marc Rosenblatt, sur ce que vient de dire Marie-Alice, mais il faut que je fasse absolument une pub. À tout de suite. 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h35. Le débat se poursuit autour de notre santé, du manque de soins. Est-ce que le manque de soins menace la santé des Français? C'est la question que je pose ce matin avec 3 invités. Gérard Raymond, qui est président de France Asso Santé, le docteur Marc
Marc Rosenblatt, qui est médecin généraliste, membre du syndicat des médecins libéraux, et Philippe Juvin, qui est médecin et député des Hauts-de-Seine. Alors, 11h36, vous continuez à appeler 0826 300 300, vous n'hésitez pas. Nous parlions, il y a un instant, des urgences, nous parlions de la désertification médicale. C'est vrai qu'en France, l'État consacre beaucoup d'argent pour la santé, beaucoup de gaspillage, on a déjà évoqué. Pas assez. Peut-être pas assez s'il faut former des gens. Peut-être pas assez pour former, mais par ailleurs, beaucoup d'argent. Hein, c'est ce que disait Philippe Juvin. Beaucoup d'argent qui ne va pas aux soins, messieurs. Il ne va pas aux soins. Il va pas aux soins. Beaucoup d'argent qui ne va pas à l'administration, qui va à la coordination, etc., etc. Il faut réfléchir peut-être aussi sur l'ensemble aujourd'hui des enveloppes qui sont dévolues, que ce soit au premier recours, etc., dans leur organisation. Mais certainement qu'il y a besoin d'organisation. Mais il faut réfléchir aussi aujourd'hui au modèle économique. Alors, l'installation des médecins en France dans les déserts médicaux, Emmanuel Macron ne croit pas à la régulation. Il n'y croit pas, or, d'autres y croient. Et notamment des députés transpartisans qui parcourent la France aujourd'hui et qui, eux, sont plus rudes. Et il faut un peu forcer les médecins à s'installer dans les zones où on manque de médecins. Bon, évidemment, vous êtes totalement contre. On ne peut pas forcer les médecins, ou les inciter. Si vous me permettez, en fait, il faut bien comprendre que la France, c'est un désert médical. Il y a pas, quand on nous dit il y a des zones surdotées, tout ça c'est de la blague. Moi je ne connais pas une zone en France où il n'y ait pas un endroit où on manque de médecins. Et quand c'est pas en ville, c'est à l'hôpital. Quand c'est pas à l'hôpital, c'est en ville. Et où c'est en santé scolaire, où c'est en EHPAD, on manque de médecins partout. Donc la régulation, ça ne peut pas de définition pas marcher. Si je vous dis dans tel département, vous n'avez plus le droit de vous installer et que je veux absolument travailler dans ce département, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire embaucher par une maison de retraite ou un hôpital. Il y a forcément un poste vacant. Donc ça c'est une vue de l'esprit. Vous savez, c'est Moscou 1980, il n'y a pas de farine à la boulangerie, et donc on dit on va forcer telle boulangerie à faire du pain, mais ils n'ont pas de farine. Donc quand vous avez de la pénurie généralisée, vous ne pouvez pas réguler durement comme ils veulent faire. Encore une fois, former plus de monde. Non, mais Emmanuel Macron ne veut pas réguler, lui. Oui, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Il ne veut pas réguler. Un échec. En revanche, beaucoup. Vous avez vu tous ces, vous les connaissez tous ces députés. Mais les gens ont le droit de se tromper. Moi, je suis pas d'accord. Je suis député. Je vous dis que je pense que c'est une erreur. Et ça aurait un élément contre-productif. Non, la vraie question qui se pose, parce que évidemment, il y a des Français qui ne trouvent pas de médecins. Enfin, c'est évident. La vraie question, une des questions qui se pose, outre la question démographique, c'est qui fait quoi? Qui fait quoi entre la ville et l'hôpital? Qui fait quoi entre le médecin et l'infirmier? Entre la ville et l'hôpital n'est pas le lieu de suivi des maladies chroniques. Quand vous avez une hypertension artérielle qui est stable, vous n'avez pas à aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est le lieu des diagnostics éventuellement complexes ou des prises en charge des complications aiguës. Or, l'hôpital veut tout faire. Moi, je vois 1000 personnes, sur 1000 personnes, j'en envoie qu'une seule à l'hôpital. Les 999 autres, je les gère. Et la personne que j'envoie à l'hôpital, forcément, c'est parce que c'est complexe et que j'ai besoin en fait de mes confrères spécialisés pour porter un diagnostic précis, des examens, etc. Donc, si vous permettez... Au niveau de la régulation, nous en ville, on gère quand même 999. Non, mais qui fait quoi entre la ville et l'hôpital? Il y a qui fait quoi entre le médecin et le paramédical? Souvenez-vous les ophtalmos. Nous avons tous des lunettes, sauf vous, Monsieur Bourdin. Si, j'en ai. Très bien. Et il y a 10 ans, on ne trouvait pas du tout d'ophtalmo. Avoir une consultation d'ophtalmo, c'était pas possible. Et puis peu à peu, qu'est-ce qui s'est passé? Les ophtalmos ont confié aux orthoptistes un certain nombre de missions sous leur contrôle. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire un examen de vue, ce qui n'était pas possible il y a 15 ans. Il faut probablement réfléchir à ce qu'ont fait les ophtalmos très intelligents et le faire, nous les médecins, avec d'autres professionnels, avec en tête absolument la notion de la sécurité. Alors j'ai vu un reportage très intéressant sur l'installation de travail d'équipe. La collaboration sur les maisons de santé, 2250 je crois en France, c'est l'objectif. Les maisons de santé, c'est très intéressant. J'ai vu un reportage, je ne sais plus dans quel journal, où de jeunes médecins sont très contents d'aller travailler justement dans des zones un peu désertifiées en maison de santé, parce qu'ils travaillent moins. Ils organisent leur temps en groupe, en quelque sorte, et ça leur permet évidemment de mutualiser les frais d'assistants, de tout ce qui est répondre aux patients au téléphone, enfin, ils veulent un confort de vie, ils travaillent moins, ils s'organisent entre eux. Sauf que leur travail en moins, c'est quand même du temps médical en moins.
lorsqu'ils vont travailler que 35 ou 40 heures par semaine. C'est pas comme les médecins de la génération du siècle dernier. Les jeunes médecins à travailler 60 heures par semaine. Non, mais de toute façon, ils sont formatés comme ça. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais jeune médecin, en fait, j'étais de garde la nuit. Le lendemain, j'enchaînais ma journée. Mais c'est fini, maintenant, non, il faut une journée de récupération. Donc déjà, au départ, ces jeunes médecins sont formatés à travailler que ce qu'il faut. C'est-à-dire 35-40 heures, pas plus. Et donc forcément maintenant, il faut 2 médecins pour remplacer un médecin. Mais alors, comment faire pour que les médecins aillent s'installer dans des zones qui sont sous-dotées? Il faut que ce soit attractif. Non, la théorie ou le principe de la régulation est aujourd'hui, vous l'avez très très bien dit, monsieur le député, est aujourd'hui dépassé. C'est dépassé de réguler. Alors il faut faire quoi? Il faut obliger, il faut inciter. Non, je sais pas moi. Il faut certainement inciter. Il faut réfléchir effectivement au projet médical qu'on peut mettre en place sur un territoire donné, avec déjà les acteurs qui sont en place, et inciter effectivement un médecin à venir être cet animateur d'une équipe sur un territoire donné. Inciter comment? En lui diminuant les impôts. En diminuant les impôts, bien sûr, en diminuant les charges. Ou alors en l'aidant à s'installer. On peut avoir une incitation financière, mais on peut avoir aussi une incitation de qualité de vie, de redonner du sens à la médecine, de redonner de la valeur aux soignants. Donc il y a des révélations peut-être financières et d'organisation, mais il y a aussi du sens que l'on peut redonner. Et je comprends très bien, et nous aussi, puisque nous sommes dans une demande permanente, qu'aujourd'hui, les nouveaux professionnels de santé et les médecins disent, nous ne veut pas faire un sacerdoce, on veut faire un métier et on veut le faire en équipe. Donc on n'oblige pas les jeunes médecins à aller s'installer dans des zones sous-dotées. On ne veut pas faire de l'abattage, on veut faire de la qualité. Mais il y a peut-être la médecine solitaire est terminée, elle est solidaire aujourd'hui. Il y a peut-être des pistes qu'il faut creuser. La première piste, c'est quand on forme un médecin dans les écoles de médecine, dans les facultés de médecine, on les forme quasiment à 90% de leur temps à l'hôpital. Nos carrières, à nous tous, dans tous nos métiers, ce sont des carrières qui ont été éclairées par des rencontres. On a rencontré telle personne, on s'est dit, tiens, je veux lui ressembler. C'est valable dans tous les métiers. C'est pareil en médecine. Eh bien, moi, je fais la proposition que durant les études de médecine, une part très importante des études se passe en stage en ville et pas à l'hôpital. Et donc, par définition, les gens vont découvrir une activité qui n'est pas l'activité hospitalière. On le fait, mais très insuffisamment, en temps passé. Et vous verrez, vous aurez des vocations, créer des vocations. Et puis, enfin, il y a 1000 sujets. Il y a le sujet aussi de l'aménagement du territoire. Pardon, les médecins sont des gens comme les autres. Ils ont des enfants qui vont à l'école. Ils veulent des services publics. Évidemment. Et quand on voit d'un côté ce qu'on disait tout à l'heure, l'argent immense qu'on met dans les services publics en France, avec des prélèvements obligatoires immenses et des services publics qui se cassent la gueule partout, un des vrais sujets structuraux du pays, c'est la qualité des services publics. Améliorer les services publics partout sur le territoire, vous verrez, vous aurez moins de difficultés d'amener les médecins. Dans un territoire où il n'y a pas de service public, la défiscalisation, ça peut se comprendre. On n'a pas de service public, alors on travaille pour rendre service sur le territoire où il n'y a pas de médecin, mais s'il n'y a pas de service, eh bien forcément, il faut des aides financières. Vous avez parlé de la formation initiale, je pense qu'effectivement, là aussi, une refonte de fonds est à faire sur la formation initiale. Je ne sais pas s'il faut faire 8 ans, 9 ans, 10 ans d'études, mais ce qu'il faut faire effectivement, il faut envoyer nos jeunes étudiants à faire des stages pratiques sur le terrain. Donc on forme un médecin en 5 ans, quoi. Au lieu de le former en 10 ans, c'est possible? Non, c'est pas possible. Ah bah d'accord. On n'a pas besoin. Il ne faut pas altérer la qualité. L'alpha et l'oméga, c'est la qualité des soins et la sécurité du patient. C'est vrai. Tous ceux qui vous disent qu'on va faire des médecins en 3 ans, enfin attention, les gens sont fous. Donc la qualité des soins, qui je vous le rappelle, est déjà altérée, parce que vous posez la question, est-ce que les déserts médicaux créent un problème pour la santé des Français? Oui. Aujourd'hui, je vous dis, la surmortalité infantile, j'en parlais tout à l'heure. C'est peut-être une des raisons, on va voir. C'est une question de base. C'est une question de base. Au diagnostic. Et puis l'évolution de la société fait que la santé, il n'y a pas que la santé, il y a la santé et la prévention. Comment est-ce qu'on fait de la prévention si on n'a pas de temps de médical? C'est compliqué aussi. Oui, c'est compliqué. Vous avez raison. Et moi, je voudrais quand même aborder encore une fois, parce que je tiens beaucoup à la responsabilité du patient. Et je sais que là, je vais me heurter à Gérard Raymond, mais quand même, je regarde les chiffres. D'après le Conseil national de l'ordre des médecins, 2 heures de consultation perdues par les médecins chaque semaine. Parce que les rendez-vous ne sont pas honorés. Alors c'est facile. On va culpabiliser. Il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de responsabiliser. Non, c'est pas pareil. Du tout. Si on veut le faire payer, c'est le culpabiliser. Donc non. Soyons clairs sur ces problèmes de... Mais pardon, le service d'urgence, c'est pas le supermarché. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quand vous venez à 11h du soir pour un bouton sur la fesse que vous avez eu depuis 3 mois, vous avez envie de dire... Pourquoi les gens vont aux urgences? C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse sur leur territoire. Vous avez raison, ça c'est vrai. Comment on organise cette réponse à leur mal, à leurs maux,
sur le territoire donné. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, et on est tous d'accord là-dessus, il faut plusieurs jours pour avoir un rendez-vous chez son médecin traitant. Parlons pas du spécialiste ou d'accord. Donc effectivement, on n'a pas de raison pour ne pas honorer le rendez-vous. C'est un problème d'organisation. Mais c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Je pense qu'aujourd'hui, avant de culpabiliser le patient qui ne répond pas à son rendez-vous, parce qu'il a peut-être trouvé une réponse en attendant. Si, monsieur. Si, c'est une culpabilisation du patient. On a trouvé une réponse à un mot. La Belgique a une autre réponse, vous le savez bien. Mais la Belgique, on paie une partie de la consultation quand on réserve. Avant, comme à l'hôtel. Ce qui me paraît être une bonne solution. Nous avons un principe, nous, qui est un principe du pacte social qui a été créé en 1945, sur lequel nous voulons nous appuyer. Oui, mais peut-être. Mais la solidarité et la répartition, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Et la qualité aussi, bien entendu. La solidarité, c'est de faire en sorte que l'argent ne soit pas gâché. Voilà. Et l'argent ne doit pas être gâché. Qui ait une avance, je trouve ça très bien. On va en parler, c'est parti. Non, nous ne voulons pas absolument que l'on focalise ce problème-là simplement sur les patients qui sont... Non, on peut en parler. On peut en parler quand même. Personnellement, tous les jours, j'ai au moins une personne qui ne vient pas. Et pourtant, elle a eu un rappel de son rendez-vous la veille. Oui. Alors non. Un par jour. Ça représente 300 par an. C'est l'heure de la pub, 11h47. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. La responsabilité des patients, les rendez-vous non honorés, on en parle avec Gérard Raymond, Philippe Juvin et le docteur Marc Rosenblatt. Gérard Raymond, vous n'êtes pas d'accord. Alors les Belges, mais les Belges ont instauré un système. Quand vous réservez, quand vous prenez rendez-vous, vous payez une partie de la consultation. Pourquoi ne pas instaurer le même système en France ? Tout simplement parce que c'est pas dans notre culture. Nous avons fourni ça fait rigoler tout le monde, mais c'est comme ça. Et nous voulons pas. Mais le pays est en train de tomber, vous voyez bien. On pourra peut-être y arriver. On paye tout à crédit. Mais il nous semble, aujourd'hui, face à ce dysfonctionnement, on est tous d'accord là-dessus, de l'offre par rapport à la demande sur un territoire donné, que nous avons peut-être aussi des solutions à trouver ensemble et de rechercher des nouvelles solutions. Vous seriez d'accord sur cette solution belge ? Oui, bien sûr. Oui, mais on ne va pas commencer par celle-là. On va d'abord commencer par mettre en adéquation l'offre par rapport à la demande. Ça nous paraît extrêmement important. On a aujourd'hui travaillé. On a toujours. Un médecin reçoit l'appel de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Comment d'abord, on va en parler de responsabilité. Je pense qu'effectivement, on a tenu beaucoup trop longtemps nos concitoyens dans l'ignorance du système de santé. Vous avez droit à tout, le système est généreux, il est de qualité, donc tout va très bien. Aujourd'hui, il faut peut-être acculturer l'ensemble de nos concitoyens que ce système de santé, pour qu'il continue à fonctionner sur les valeurs sur lesquelles il a été fondé, doit effectivement permettre d'une certaine responsabilité de chacun d'entre nous. Donc comment on informe aujourd'hui les usagers de la santé sur ce fonctionnement ? Je trouve qu'il y a une responsabilité aujourd'hui de l'assurance maladie, il y a une responsabilité des plateformes de prise de rendez-vous, il y a une responsabilité des services administratifs. Mais oui, mais d'accord, la responsabilité... il y a aussi la responsabilité du patient. Mais il y a la responsabilité. Elle existe quand même. Mais vous avez fait des études pour savoir quels étaient les patients. Écoutez, pardon, il y a pas. Mais moi j'ai deux médecins qui peuvent témoigner. On a des gens. Le Conseil de l'ordre des médecins considère qu'un médecin libéral perd 2 heures par semaine de temps gâché parce que 2 heures de consultation. 2 heures de consultation parce que les gens ne sont pas venus. Donc c'est quand même un sujet majeur. Comment on finance ce système ? On le finance avec l'argent de vos impôts. Il n'y a pas d'argent public. L'argent public, ça n'existe pas. C'est l'argent qu'on prend dans la poche de chacun. Moi, l'argent qu'on me prend de ma poche pour payer mes impôts, je veux qu'il serve à quelque chose. Et donc, quelqu'un qui n'honore pas son rendez-vous, doit payer. Est-ce que vous réservez une chambre d'hôtel et puis vous venez pas et puis ça coûte rien ? Non, vous êtes. Je suis désolé. Recherchons les causes. Pourquoi il n'a pas honoré son rendez-vous ? Mais il faut agir. On agit là-dessus. Mais attendez. Alors, mais vous avez raison. Vous avez raison. Le sujet est complexe et il faut plusieurs réponses. Toutefois, ça c'est une réponse précise, technique qu'il faut faire parce que ça responsabilise les gens. Il y a un deuxième élément pour la responsabilité. La solution belge. Mais oui, il faut évidemment la faire. Là, il y a un deuxième élément
élément de responsabilité qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que c'est l'information. Moi, je crois beaucoup à la transparence des résultats médicaux sur la qualité des soins. Je vous explique. La fracture du col du fémur, c'est une fracture qui survient chez les femmes particulièrement âgées. C'est une fracture qui s'opère. Si vous n'opérez pas la fracture dans les 48 heures après la chute, vous avez une surmortalité, une surmorbidité. On fait des complications, on meurt plus. 48 heures donc. Moi, je suis très favorable à ce que tous les hôpitaux et cliniques de France, ça ne coûterait rien aux contribuables, publient le délai entre la chute et le passage au bloc opératoire, et vous apprendriez, Monsieur Bourdin, que dans tel hôpital ou telle clinique, on opère en 24 heures, et dans tel autre, on opère en 5 jours. Et bien, naturellement, vous n'iriez pas dans celui en 5 jours, et naturellement, celui qui opère en 5 jours, et celui qui opère en 5 jours s'améliorerait, parce qu'il se dit, je suis pas bon. Et donc, la qualité de la transparence. De moyens, mais pas forcément de résultats. Et mais là, peut-être qu'un jour, il faudra aussi mettre en place nos patients, qu'est-ce qu'ils posent comme question? Est-ce que c'est un bon médecin? Est-ce que c'est un bon chirurgien? Et donc, on doit leur apporter cette réponse. On doit leur apporter cette réponse. Où on me demande du résultat, donc forcément, je suis confronté à ça matin au soir. Mais tous les médecins, d'ailleurs, on souhaite que la personne, quand elle arrive, elle ait du résultat par rapport aux soins qu'on va lui apporter. C'est évident. Mais comment faites-vous quand vous avez, pour en revenir comment faites-vous quand vous avez un patient qui a appelé et qui n'honore pas le rendez-vous? Je le blacklist. C'est-à-dire que cette personne-là, je ne la reverrai plus jamais. Vous ne la recevrez plus jamais. C'est ça. C'est simple. C'est ça. Mais vous avez raison. Sans explication, bien sûr. Il y en a qui appellent en disant j'ai raté, ou il y avait un embouteillage, il y avait des choses. Évidemment. Okay, on le note. Excusez. On le note. Mais en attendant, il a perdu du temps. En attendant, on ne sait pas quoi faire. Alors, j'ai Florence, j'ai pas le temps. Cela dit, certains médecins me disent ça me permet aussi de décompresser et de prendre un peu aussi. Et de faire du temps administratif qu'on n'avait pas eu le temps de faire avant. Tiens, on pourrait vous demander de remplir mon espace santé, les données de santé dans mon espace santé. D'accord, alors ça, par contre, c'est pas forcément bien rémunéré. Nous, ce qu'on souhaiterait au niveau du syndicat des médecins libéraux, tout de suite, on parle de finances. J'enchaîne, c'est de dire que ce temps administratif, pourquoi il ne serait pas rémunéré? Il y a le temps médical qui est remboursé par l'assurance maladie. Il va passer, vous le savez, de 25 euros à 26 €. Alors justement, Florence nous dit, ce n'est pas avec une augmentation d'1,50 € la consultation qu'on va créer des vocations. On est d'accord. Et donc, pourquoi il n'y aurait pas... On a augmenté le forfait médecin traitant. Écoutez la proposition du syndicat des médecins libéraux. C'est de dire que ce temps administratif, il pourrait très bien être payé par le patient, quitte à être peut-être pris en charge par sa complémentaire santé si elle le veut, mais qu'il y ait 26,50 € pris en charge par l'assurance maladie, et pourquoi pas 3,50 € pour tout le travail administratif, s'occuper de la feuille de soins électronique, s'occuper du dossier médical personnel, s'occuper de toute la paperasse qui tourne autour de la consultation. Eh bien, il y aurait ce temps administratif à rémunérer. Mais ne trouvez-vous pas que le raisonnement, et je comprends votre raisonnement, mais en réalité il est vicié, parce qu'on en est à se dire, il faut qu'on paye le temps administratif. Mais le vrai sujet, il est de baisser le temps administratif. On est dans un pays qui augmente les charges administratives et qui sont très réelles pour les médecins d'une manière exponentielle, et qui ensuite se dit c'est injouable, donc on va essayer de payer quelqu'un pour le régler. Je propose de diminuer les charges administratives des médecins. Que le médecin généraliste me dise ce qu'il fait du forfait structure. Il est très faible en fait. Simplifier la vie des médecins. En simplifiant la vie des médecins, vous leur redonnez du temps médical. Travail administratif, 2 heures. Je consulte 12 heures par jour et j'ai 2 heures de plus d'administratif en voyant 35 personnes. C'est raisonnable. Je ne suis pas sûr que nos auditeurs savaient qu'il y avait un forfait structure. C'est pas de l'abattage à 1 minute comme diminuons le temps administratif et vous gagnerez du temps médical. Bien, merci messieurs. On pourrait débattre pendant des heures de ce sujet qui est passionnant, évidemment, et qui nous concerne tous. Merci d'être venu nous voir, dans tous les cas, tous les trois. C'est un plaisir sur Sud Radio, évidemment, 11h57.